6 mois au large, c'était censé être la partie la plus difficile, les déplacements brutaux et interminables sur le gréement, l'isolement, les muscles endoloris, la nourriture grasse, le cliquetis du métal et la mer rugissante. Je comptais les jours comme un prisonnier, griffant des marques sur un mur, m'accrochant à l'idée de rentrer chez moi auprès de ma femme Delilah et de mon fils Miles. Chaque seconde libre était consacrée à imaginer leur visage, le sourire de Delilah illuminant le porche, Miles se précipitant dans mes bras. Je pouvais déjà les entendre dans mon esprit alors que je quittais l'autoroute et me dirigeais vers notre rue, le cœur battant comme un tambour dans ma poitrine. Mais alors que je ralentissais devant notre maison, quelque chose a percé mon excitation. Au début, je ne savais pas ce que c'était. Peut-être était-ce l'apparence de la pelouse, envahie par la végétation et inégale, rien à voir avec les rangées d'herbes soignées sur lesquelles Delilah avait l'habitude de s'affairer. Peut-être s'agissait-il des parterres de fleurs dépouillées où fleurissaient autrefois ces précieuses roses, qui ne sont plus que des touffes d'arbustes morts et cassants. Je fronçai les sourcils, sortant de mon camion et laissant le moteur tourner doucement pendant qu'il refroidissait. J'ai scanné le porche à la recherche du petit panneau de bienvenue que Miles avait fabriqué en CP. Le vent s'est levé, faisant bruisser des feuilles sèches sur le trottoir craquelé. Il n'y avait aucune chaleur ici, aucun sentiment d'appartenance. De l'autre côté de la rue, la vieille Madame Kramer regardait derrière ses rideaux. Nos yeux se sont croisés pendant une demi-seconde avant qu'elle ne les ferme comme un enfant coupable surpris en train de voler des bonbons. Mon ventre se tordit. Que se passait-il? J'ai claqué la porte plus fort que je ne l'aurais voulu et j'ai gravi les marches au pas de course en récupérant ma clé. J'ai essayé la porte verrouillée. Ce n'était pas inhabituel, mais c'était différent, quelque peu final, comme une porte qui se ferme pour de bon au lieu d'une porte qui attend de s'ouvrir et d'accueillir. J'ai frappé, le son résonnant dans toute la maison. Aucune réponse. La panique a commencé à fleurir dans ma poitrine, froide et vive. J'ai frappé encore plus fort. Toujours rien. Puis je l'ai entendu, des pas doux derrière moi. Je me suis retournée et j'ai vu Miles debout dans l'allée, serrant un vieux gant de baseball cabossé contre sa poitrine. Son visage était pâle, tiré, trop serré pour un enfant de 8 ans. Et, mon pote, dis-je en me forçant à sourire, m'accroupissant à son niveau. Où est maman? Que se passe-t-il? Il enfila ses baskets. Je m'éloignais du mien. J'ai vu la peur en lui, la confusion. Elle est à l'église, papa, dit-il finalement, la voix cassante. Mariage. Les mots n'avaient pas de sens au début. Ils sortirent de sa bouche comme les pièces d'un puzzle sorti de la mauvaise boîte, marié. J'ai fait écho à ma voix, qui semblait étrangère même à moi-même, à celui qu'il déglutissait difficilement, à J'aime. Le monde a basculé de côté. J'aime, mon meilleur ami depuis l'université, le gars qui m'a aidé à construire la terrasse, qui gardait Miles quand Delilah travaillait de nuit. J'aime, qui se tenait à mes côtés lors de mon mariage, riant et ivre, me tapant dans le dos alors que je promettais ma vie à Delilah. Ils sont tous là, murmura Miles. Mamie, papy, Annelise, ils sont tous au mariage, dit maman. Elle a dit, tu es un lâche qui nous a abandonnés. Les mots m'ont transpercé plus profondément que n'importe quelle lame. J'ai trébuché en arrière, agrippant la balustrade du porche comme si elle pourrait m'ancrer contre la marée montante, me tirant vers le bas. Lâche, abandonné, je m'étais brisé le dos pour cette famille, aller en enfer et remonter sur le camion pour que Delilah puisse avoir la cuisine de ses rêves et que Miles puisse aller à l'école privée. Elle a pleuré parce qu'elle n'avait pas les moyens. J'ai raté des anniversaires, des jalons, non pas parce que je m'en fichais, mais parce que je pensais que cela en valait la peine, parce que je croyais en nous. Et ils m'ont enterré avant même que je sois partie. J'ai regardé Miles, mon magnifique garçon, son petit visage tordu par la culpabilité et la peur pour des choses qui n'étaient jamais de sa faute. Je m'accroupis à nouveau, forçant ma voix à rester ferme. Miles, tu n'es pas obligé de rester ici, tu peux venir avec moi, tu peux toujours venir avec moi. Il hésita un instant. Mon cœur se serra, redoutant le pire, que Delilah l'ait si complètement empoisonné. Il ne me croirait plus. Mais ensuite, sans un mot, il a laissé tomber son gant et a saisi ma main avec les siennes, comme s'il avait peur que je disparaisse s'il le lâchait. Je viens avec toi, papa,
dit-il avec férocité, je rayonnant de larmes retenues. Je l'ai écrasé contre ma poitrine, enfouissant mon visage dans ses cheveux, respirant l'odeur familière de l'herbe, du savon et de la sueur du petit garçon. Mon fils, ma chair et mon sang m'appartenaient toujours, même lorsque le monde avait basculé sur son axe. Quand je me suis finalement retiré, j'ai regardé la maison une dernière fois, la peinture écaillée, les fenêtres sombres, les parterres de fleurs vides. Ce n'était plus notre maison. C'était une pierre tombale, un monument à la vie qu'ils avaient déjà remplacé. J'ai conduit Miles jusqu'au camion, j'ai ouvert la porte et je l'ai aidé à monter. Il s'est attaché sans avoir besoin qu'on le lui dise. Toujours mon enfant responsable. J'ai démarré le moteur, le grondement emplissant la rue silencieuse, et j'ai reculé hors de l'allée pour laquelle je m'étais autrefois cassé le dos pour payer. Pendant que nous partions, je n'ai pas regardé en arrière. Peu importe ce qui nous attendait, nous y ferions face ensemble. J'ai resserré ma prise sur le volant, la petite main de Miles entourant la mienne depuis le siège passager. Ils pensaient pouvoir m'effacer. Ils étaient sur le point de découvrir à quel point ils avaient tort. Je ne me souvenais pas d'avoir fait la moitié des tours en ville. Mon corps fonctionnait par instinct tandis que mon esprit était en colère, coincé quelque part entre le chagrin et la fureur bouillonnante que seule la trahison pouvait susciter. Miles était assis tranquillement à côté de moi, ses petites mains toujours enroulées en un point sur ses genoux. J'aurais dû le calmer, mais à ce moment-là, toute mon attention était concentrée sur un seul objectif. Arrivé à cette église, Saint-Augustin se profilait devant nous. La vieille façade en pierre baignait dans la douce lumière du soleil de midi, comme quelque chose de sacré. Cela m'a rendu malade. Cet endroit était censé représenter des promesses, des vœux tenus, honorés, et à l'intérieur on se moquait de tout ce en quoi je croyais. J'ai ralenti juste avant l'entrée du parking de l'église. Mes yeux scrutaient les rangées de voitures, comme un soldat surveillant un champ de bataille. Je n'avais pas tort. Il y avait là des véhicules que j'aurais pu choisir n'importe où, le pick-up Navy cabossé de mon père, la berline blanche de ma mère, le coupé bleu vif d'Alisa, tous là, tous garés fièrement comme s'ils n'avaient rien à cacher. Chacun d'entre eux ressemblait à une gifle. Pas seulement la trahison de Delilah, pas seulement Jem, mais les gens qui étaient censés me soutenir, ma famille, qui aurait dû être mon bouclier. Ils m'avaient échangé comme une mauvaise main de cartes. J'ai garé le camion dans un endroit ombragé près de l'arrière, loin du flux d'invités qui continuait à couler à l'intérieur, riant, discutant, flottant dans la brise chaude. Miles se déplaça à côté de moi. « Papa, qu'est-ce qu'on va faire ?» Je l'ai regardé, mon cœur me faisait mal à cause du ton tranchant de sa voix, mais il y avait aussi une étincelle dans ses yeux, une étincelle qui me disait qu'il était toujours avec moi, qu'il me faisait confiance. « Nous allons leur rappeler qu'ils ont oublié, » dis-je d'une voix basse mais ferme. Il hocha la tête, son petit visage se durcissant de détermination. Enfant courageux, plus courageux que la plupart des adultes que j'ai connus. J'ai ouvert la porte, les charnières gémissaient comme si elles désapprouvaient, et nous sommes sortis. Les portes de l'église se dressaient devant elle, massives et en chêne, ridiculement grandioses pour une ville de cette taille. J'ai redressé les épaules, pas de fuite, pas de cachette. Ils m'avaient dépouillé de tout sauf de mon nom. Et aujourd'hui, ils allaient s'étouffer avec. La marche nuptiale s'est déroulée, sirupeuse et suffisante, nous enveloppant comme un tout petit. Je serrai les poings, sentant les ongles s'enfoncer dans mes paumes, m'immobilisant. Miles attrapa à nouveau ma main et je la serrai une fois fort. Nous étions dans le même bateau. Sans ralentir mon pas, j'ai poussé les lourdes portes en bois. Ils s'ouvrirent avec une protestation gémissante qui claqua contre les murs. Le bruit soudain transperça la musique comme une lame, 200 têtes se précipitèrent vers nous. Le gaz qui montait était presque comique, une forte inspiration collective comme une vague de honte déferlant sur la congrégation. Je m'avançai, le bruit de mes bottes résonnant sur le sol en marbre résonnant dans le silence stupéfait. Miles a accéléré mon rythme, ses petits pas rapides et sûrs. À côté du mien, il était là, Jem, à l'autel, debout dans un smoking noir, ressemblant tout à fait au héros. Il s'imaginait être un homme sûr de lui, un homme sur le point de réclamer un prix qu'il n'avait pas mérité. Et Delilah, ma femme, non, plus maintenant. Vêtue d'une robe blanche coûteuse qui scintillait sous la lumière des vitraux, tenant un bouquet,
comme une reine acceptant une couronne. Elle sourit nerveusement, mais quand ses yeux se posèrent sur moi, la couleur de son visage disparut si vite. C'était comme si quelqu'un avait débranché la prise. J'ai laissé le moment s'étirer. Laissez-les se tortiller. Ne me laissez pas vous interrompre. J'ai dit ma voix forte, traversant le silence comme un claquement de fouet. Une vague de chuchotements s'est précipitée à travers les bancs. Je n'ai pas bronché, je n'ai pas détourné le regard. J'ai marché tout droit dans l'allée centrale, chaque pas délibéré, chaque respiration choisie. Miles est resté collé à mes côtés, la tête haute, sans peur, j'aime. Le visage se tordit de confusion, puis de peur, puis quelque chose comme la panique. Bien, Delilah serrait si fort son bouquet que la tige s'est cassée. Le pasteur se déplaçait maladroitement derrière eux, comme s'il souhaitait pouvoir disparaître. Mes parents, Fred et Suzanne, ne pouvaient même pas croiser mon regard. Mon père regardait les planches du parquet, les étudiant comme si elles pourraient lui offrir le salut. Ma mère s'est tamponnée les yeux avec un mouchoir, mais je n'ai pas vu de culpabilité. J'ai vu la honte, celle qui vient seulement quand on se fait prendre. Élise était assise sur le banc avant, des larmes gelées coulant silencieusement sur son visage. Pendant une seconde, je l'ai presque opposée. Presque. Je me suis arrêtée au milieu de l'allée, suffisamment près pour que ma voix puisse porter sans avoir besoin de crier. Je ne voulais pas crier. Je voulais qu'ils entendent chaque mot. Vous l'avez dit à mon fils. Je l'ai abandonné. Dis-je d'une voix aiguë mais calme, laissant l'accusation planer dans l'air comme de la fumée. Le visage de Delilah se plissa pendant une fraction de seconde avant qu'elle ne le reprenne sous un masque de colère. Vous avez choisi, travailler sur nous. Elle a crié. Les mots résonnant sur les plafonds voûtés, mensonges, tout cela. Les mensonges étaient si épais qu'ils avaient commencé à y croire eux-mêmes. Sans réfléchir, sans hésiter, j'ai fait 3 pas en avant et j'ai enfoncé mon poing dans la bouche menteuse et suffisante de Jem. Le bruit de la chair frappant la chair résonnait plus fort que n'importe quel sermon jamais entendu dans cette église. Jem recula en trébuchant, s'écrasant sur les marches de l'autel, se tenant le visage, le sang coulant entre ses doigts. Delilah criait son bouquet tombé, oublié à ses pieds. Des gaz ont éclaté autour de nous, certains invités se sont levés, ne sachant pas s'ils devaient intervenir ou fuir. Je m'en fichais. J'ai regardé autour de moi, balayant de mon regard chaque visage traître et sans âme. J'ai serré la main de Miles plus fort et j'ai dit assez fort pour que tout le monde puisse l'entendre, souvenez-vous de ces visages. Rappelez-vous à quoi ressemble la trahison. Et sur ce, nous leur avons tous tourné le dos et sommes sortis de l'église sous le poids de 200 escaliers silencieux et critiques. Ce n'était pas la fin. Ce n'était que le début. Les lourdes portes en chêne claquèrent derrière nous avec un fracas de tonnerre qui résonna dans tout le cimetière. Je n'ai pas arrêté de marcher, pas à cause des halètements qui nous suivaient, pas à cause des chuchotements qui bourdonnaient comme des frelons dans notre dos. Miles s'accrochait à mes côtés et je pouvais sentir la tension parcourir son petit corps, correspondant à la fureur électrique qui chargeait mes propres veines. Dehors, la lumière du soleil était aveuglante, presque moqueuse par sa luminosité. Cela aurait dû être une belle journée, une journée de célébration des promesses familiales. Au lieu de cela, c'était le jour où mes fondations entières se sont brisées en grand et les personnes en qui j'avais le plus confiance se tenaient souriantes dans les décombres. J'étais arrivé à mi-chemin des marches avant que les cris ne commencent derrière moi. Attendez. La voix de Delilah, aiguë et désespérée, résonnait à l'air libre. J'ai arrêté de me retourner, me forçant lentement à faire face à la femme que j'avais autrefois. Aimer au-delà d'eux. Toute raison. Elle se tenait devant la porte de l'église, sa robe de mariée parfaite scintillant comme une blague cruelle. Ses mains tremblaient légèrement, le bouquet oublié quelque part derrière elle. Jem tituba derrière elle, une main pressée sur sa lèvre fendue. Le devant de sa chemise blanche immaculée était déjà taché d'une tache de sang. Ses yeux se promenèrent, sauvages et embarrassés, comme un homme réalisant trop tard qu'il jouait à un jeu pour lequel il n'était jamais équipé pour gagner. La congrégation hésitait sur le seuil, ne sachant pas si elle devait suivre le drame à l'extérieur ou faire comme si cela ne s'était pas produit. Des lâches, tous. Vous avez dit à mon fils que je l'avais abandonné. Répétai-je plus fort cette fois, en m'assurant que chaque oreille le capte.
Chaque membre de la famille qui poignardait dans le dos entendait exactement à quoi il avait participé. Le visage de Delilah était rouge, cramoisi, mais elle levait le menton comme une reine s'adressant aux paysans. « Tu as choisi le travail plutôt que nous, cracha-t-elle. Tu n'as jamais été là. Miles méritait mieux. Je méritais mieux. » J'ai fait un pas lent en avant, mes bottes grinçant contre le gravier, sentant la colère mijoter de plus en plus chaude à chaque respiration. J'ai choisi de fournir. Dis-je d'une voix basse mais suffisamment dure pour la faire tressaillir. J'ai choisi de me casser le cul sur une plateforme pétrolière au milieu de ce foutu océan pour que tu puisses avoir ta cuisine chic, tes sacs de créateur, ta vie parfaite. J'ai raté des anniversaires parce que tu m'as dit que c'était ce dont nous avions besoin. Et quand je n'étais pas là pour te tapoter la main toutes les 5 minutes, tu as trouvé quelqu'un avec qui jouer à la maison à la place. J'aime ouvrir la bouche, peut-être pour la défendre, peut-être pour se défendre. Mais je l'interrompis avec un regard noir qui figea les mots sur ses lèvres ensanglantées. Et toi ricanai-je avec rage, aiguisant chaque mot comme un couteau, tu étais censé être mon frère. Tu étais à côté de moi à mon mariage. Vous avez tenu mon enfant avant même qu'il puisse marcher. Tu savais tout, et tu m'as quand même planté un couteau dans le dos. Jem ne pouvait pas croiser mon regard. Il a regardé partout, mais vers moi, vers Miles, vers le désordre qu'il avait contribué à créer, Fred et Suzanne. Mes propres parents sont sortis de l'église, le visage pâle et raide. Ils n'ont pas parlé, ils n'ont pas bougé pour me défendre. Ils ont juste regardé comme des spectateurs lors d'une pendaison publique, trop effrayés pour choisir leur camp. Élise pleurait ouvertement maintenant, le mascara coulait en stries noires sur ses joues. Elle agrippa le bras de Fred mais il la repoussa avec une grimace de dégoût. Je me suis retournée vers la foule rassemblée, les amis, la famille élargie, les habitants de la ville venus célébrer une union fondée sur la trahison. Regarde bien, dis-je en passant mon bras vers Delilah, vers Jem, vers les lâches derrière eux. Voilà à quoi ressemble la trahison, des visages souriants, des étreintes serrées, des mensonges murmurés derrière des portes closes jusqu'à ce qu'ils pourrissent tout ce qui est bon de l'intérieur. Un lourd silence s'installa, de celui qui s'installe dans vos os et vous donne envie de frissonner. Sans un autre mot, je me détournai, serrant la main de Miles, manquant à la seule chose réelle qui restait. Nous sommes passés devant la congrégation stupéfaite, comme des fantômes se déplaçant parmi les vivants. Ils se séparèrent automatiquement, la honte dégoulinant d'eux comme de la sueur. J'ai entendu des bribes d'excuses marmonnées, des excuses à moitié formées, mais rien de tout cela n'avait d'importance. Les mots n'étaient pas chers. Les actions avaient déjà parlé. Alors que nous atteignions le camion, j'ai entendu des pas derrière moi. Je me tournai instinctivement, tous mes muscles tendus. C'était Élise. Elle s'arrêta à quelques mètres, les mains tremblantes, le visage en désordre. « S'il vous plaît » râla-t-elle, la voix se brisant. Ça n'était pas censé se passer comme ça, je l'ai regardée longuement et durement, ma sœur, celle qui me volait des bonbons quand nous étions enfants, celle qui pleurait quand je partais à l'université parce qu'elle disait que je lui manquerais trop. Rentrée à l'intérieur, Élise, dis-je, la fatigue s'infiltrant dans ma voix maintenant plus lourde que la colère. Célébrez avec les autres. Vous avez fait votre choix. Les larmes coulaient sur son visage, mais elle ne protestait pas. Elle s'est retournée et est revenue en titubant vers l'église, vers les gens qui avaient décidé que j'étais inutilisable. Je suis montée dans le camion, attachant Miles avec des mouvements mécaniques. Mes mains tremblaient juste assez pour que je doive fermer les yeux pendant une seconde pour les stabiliser. Quand je les ai ouverts, Miles me regardait, pas effrayé, pas confus, juste solide, stable, comme s'il avait compris. D'une certaine manière, seul un enfant obligé de grandir trop vite le pourrait. « Ça va, papa ?» demanda-t-il doucement. Je lui ai ébouriffé les cheveux, me forçant à sourire. « Je le suis maintenant, mon pote. » Alors que nous nous éloignions, je n'ai pas regardé en arrière. Il ne restait plus rien pour nous dans cette église, rien ne restait dans cette maison. Mais alors que nous nous dirigions vers l'inconnu, j'étais sûre d'une chose, ce n'était pas une défaite. Ce fut le début de quelque chose de nouveau, quelque chose construit sur la vérité, sur la loyauté, sur le lien inébranlable entre un père et son fils. La guerre avait commencé, certes, mais pour la première fois depuis des mois, voire des années,
je savais enfin exactement pour qui je me battais. La maison que nous avons trouvée n'était pas grand-chose. Une location de 2 chambres située à l'extrémité de la ville, là où les trottoirs étaient fissurés et les mauvaises herbes envahissaient les cours. La peinture s'est écaillée du revêtement comme si elle essayait de s'échapper. L'air sentait le bois humide et la vieille poussière. Mais pour Miles et moi, ce n'était pas seulement un abri. C'était une table rase. Pas de trahison imprégnée dans les murs, pas de fantômes qui regardent derrière les cadres, juste 4 murs, un toit et la chance de repartir à zéro. J'ai porté le dernier sac polochon à l'intérieur et je l'ai déposé près du canapé Threadbare. Miles passa un doigt le long de la vitre poussiéreuse, dessinant de petites formes et souriant faiblement. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était le nôtre, ni volé, ni empoisonné. Il se tourna vers moi en passant une main dans ses cheveux hirsutes. Sommes-nous en sécurité ici? Sûr. Ce n'était plus un mot que je prenais à la légère. Je m'accroupis pour croiser son regard. Ouais, mon pote, dis-je d'une voix ferme. Plus personne ne nous prendra rien. Miles hocha la tête. Solennellement, de la même manière qu'un soldat accepterait des ordres. Il était trop jeune pour supporter le poids qu'il portait maintenant. Mais la vie ne lui avait pas demandé s'il était prêt, elle lui avait juste chargé les épaules. Cette nuit-là, après que Miles se soit endormi sous une pile de couvertures dépareillées, je me suis assis seul à la table craquelée de la cuisine, un bloc-notes en mauvais état devant moi. J'ai énuméré les noms à traits épais et colériques, Jamie, Delilah, Fred, Suzanne, Élise. Chaque nom, une trahison. Chaque nom était un fil lâche attendant d'être tiré jusqu'à ce que toute la tapisserie pourrie se défait. Mais la rage sans plan n'était qu'un feu qui vous brûlait vif. J'avais besoin de stratégie, j'avais besoin d'informations, et si je voulais détruire le royaume qu'ils essayaient de construire sur ma tombe, j'avais besoin de quelqu'un qui sache comment rassembler les bonnes armes. Entre Isabelle Torres. Je l'ai trouvé grâce aux recommandations d'un vieux copain de forage, le genre de gars qui savait creuser profondément quand la vie tournait mal. Isabella n'était pas une chaussure en caoutchouc dans un manteau froissé. C'était une ancienne du renseignement de la marine, bâtie comme un sprinter, assez affûtée pour trancher l'acier. Quand je l'ai rencontrée dans un restaurant miteux 3 villes plus loin, elle m'a évalué d'un seul coup d'œil. « Tu es sérieux à ce sujet ?» dit-elle en sirotant un café noir qui sentait le caoutchouc brûlé. « C'est vrai, je le suis, dis-je. Je ne cherche à blesser personne, je veux juste la vérité. Je veux qu'il soit exposé. » Elle m'a étudié longuement puis a hoché la tête une fois. « Bien, je ne travaille pas pour des lâches. » 2 semaines plus tard, elle m'a remis un épais dossier en papier cartonné sur la même table du restaurant. J'en ai senti le poids dans mes mains, le poids de la trahison rendu tangible. Mes paumes transpiraient lorsque je l'ouvrais. La première photo a fait sortir l'air de mes poumons. Il répondit à la 2e sonnerie. « Graham, tu es prêt à déménager ?»« Prêt ?» dis-je sombrement. Motion de garde à vue d'urgence. Ce soir, vous avez reçu de la documentation, des enregistrements audio, des SMS. Les preuves de surveillance sont en cours de finalisation par l'équipe de Léo. Vous aurez tout dans l'heure. Ben ne perdait pas de temps en sympathie ou en bavardage. Je le déposerai dès qu'il arrivera dans ma boîte de réception. Le juge Lenders est de garde ce week-end. Je le connais. Il l'accordera. Et Mallory, si elle essaie quoi que ce soit avant lundi, cela ne fera que nuire à son cas. Restez silencieux, restez propre. Pas de dispute, pas de confrontation publique. Laissez-la se pendre avec sa propre corde. J'ai hoché la tête, même s'il ne pouvait pas me voir, j'ai compris. Quand j'ai raccroché, j'ai envoyé un texto à Léo Le Goad. En quelques minutes, ma boîte de réception a reçu un flot de pièces jointes, de fichiers audio horodatés, de photos et même de clips vidéo provenant de la caméra de sécurité du porche de la cabine. Celui que Mallory a oublié était là, captant ses appels secrets bien en vue, preuve irréfutable. Au moment où j'ai tout transmis à Ben, j'avais l'impression qu'un barrage s'était brisé en moi. Des semaines, peut-être des mois, de suspicion, d'incertitude, d'instinct, de profond malaise, le tout se transformant finalement en quelque chose de solide, d'actionnable. Je ne faisais plus que réagir. Je construisais ma défense, mon attaque. La nuit était là,
lourde et silencieuse. Brady s'est finalement endormi, sachant que son avertissement avait été entendu. Élise est restée éveillée plus tard, parcourant son téléphone avec un sourcil poilu, me lançant des regards furtifs quand elle pensait que je ne regardais pas. Je n'ai pas poussé. Sa confiance s'est reconstruite à son rythme, comme un muscle se resserrant après une blessure profonde. Vers minuit, Ben a rappelé. Sa voix, généralement brève et professionnelle, portait une note de satisfaction. Garde d'urgence accordée, a-t-il déclaré, avec effet immédiat. La garde temporaire complète vous est accordée. Aucune visite pour Mallory jusqu'à une audience formelle. Le bureau du shérif a informé que les documents seraient signifiés demain matin. J'ai fermé les yeux, l'absorbant comme un homme ressentant la lumière du soleil après des semaines enfermées sous terre. Merci, Ben, dis-je doucement. Vous l'avez mérité. Il a répondu. Maintenant, gardez la tête baissée et respectez le plan. Après avoir raccroché, je me suis tenu près de la fenêtre, regardant la nuit. Quelque part là-bas, Mallory était probablement encore en train de faire la fête, et d'y croire encore. Elle détenait toutes les cartes. Elle n'avait aucune idée que le tapis avait déjà été arraché sous ses pieds, aucune idée que les fondations qu'elle avait tenté de briser étaient déjà en train d'être reconstruites plus solides, plus intelligentes et avec des murs qu'elle ne pouvait pas briser. J'ai pensé au compte professionnel, chaque centime qu'elle pensait pouvoir voler, maintenant verrouillé plus étroitement qu'un coffre-fort. À propos des enquêteurs, Léo s'était mis à la recherche de baux d'appartements cachés et de comptes bancaires communs secrets qu'elle et Camden pensaient avoir gardés invisibles. Concernant les accusations criminelles, fraude électronique, complot, accusations falsifiées, attentes comme des vipères enroulées une fois l'affaire de garde commencée. Elle pensait qu'elle pourrait me détruire. Elle pensait mal. Je me suis finalement permis d'expirer profondément et en nettoyant. Ce n'était pas fini, loin s'en faut. Mallory avait joué un long jeu, mais elle m'a sous-estimé. Je n'ai pas seulement construit des choses pour gagner ma vie, je les ai construites pour durer, et quand elles se sont cassées, je n'ai pas seulement colmaté les fissures, j'ai reconstruit à partir de zéro, plus fort, plus intelligent, incassable. C'était ma famille. C'était mon combat et j'avais l'intention de gagner. Je me suis réveillée avant le soleil le lendemain matin, la maison encore enveloppée dans le silence épais d'avant l'aube. Pendant quelques longues minutes, je restais assis au bord du lit, les coudes sur les genoux, regardant la pénombre, sentant le poids de tout s'installer sur mes épaules. Pas le genre de poids qui écrase un homme, mais celui qui le rend plus vif, plus concentré et plus prêt. Aujourd'hui, il ne s'agissait plus seulement de survivre. Il s'agissait de retourner le scénario que Mallory avait écrit pour moi et de le déchirer en lambeaux. Juste en face d'elle, Brady dormait toujours, un désordre de couvertures et de cheveux en bataille sortant de sa chambre. Élise, recroquevillée sur le canapé du rez-de-chaussée, avait enlevé sa couverture pendant la nuit mais était toujours perdue dans un sommeil agité et agité. Je les ai laissés tranquilles. Ils méritaient au moins quelques heures de paix supplémentaires avant que tout ne se rouvre à nouveau. Dans la cuisine, j'ai préparé une cafetière suffisamment forte pour écailler la peinture et je me suis assis à table pour parcourir les fichiers que l'équipe de Léo avait compilés pendant la nuit, images de surveillance, documents financiers, fils de discussion. Mallory pensait avoir disparu. Elle avait essayé d'effacer les traces écrites. Mais les enquêteurs de Léo étaient meilleurs, bien meilleurs. Chaque récit qu'elle essayait de siphonner de chaque conversation chuchotée qu'elle avait eue avec Camden dans les bars d'hôtel et les parkings vides, tout était là maintenant, les preuves empilées si haut qu'aucun juge ne pouvait les ignorer. J'ai envoyé un message à Léo, prêt pour la phase 2, rendez-vous au Sandown Café, à midi. Sa réponse est venue instantanément, verrouillée et chargée. Faisons-les transpirer. J'ai souri sombrement. Le Sandown Café était suffisamment public pour que les choses restent civiles, mais suffisamment privé pour tendre des pièges sans trop attirer l'attention. Et les lieux publics avaient un avantage supplémentaire. Des gens comme Mallory et Camden étaient des lâches dans l'âme. Ils se cachaient derrière les murs, à l'air libre, avec des témoins partout. Ils ont montré leurs fissures. À 8 heures, Brady se dirigeait vers la cuisine, les yeux endormis et un regard las sur mon ordinateur portable. Il n'a pas posé de questions, Smart.
Je lui ai ébouriffé les cheveux et lui ai tendu une assiette de crêpes, essayant de lui en injecter un peu normalement le matin. Il sourit un peu, creusant les petites victoires empilées dans les plus grandes. Élise émergea un moment plus tard, ses bras défensifs et serrés sur sa poitrine. Je ne l'ai pas poussée, je n'en avais pas besoin. Avec le temps, elle aurait une vision complète par elle-même. Les germes du doute germaient déjà. Vers 10 heures, j'ai appelé Mallory. Elle répondit après la deuxième sonnerie, sa voix sirupeuse, douce, à faire pourrir les dents. « Eh, bébé » gazouilla-t-elle. « Je me manque encore. » « Bien sûr, dis-je, correspondant à son ton, lui laissant entendre ma version. Elle pensait toujours qu'elle pouvait manipuler. Je pensais qu'on pourrait déjeuner. Nous en discutons tous les deux. Un moment de silence. Elle ne s'y attendait pas, mais l'avidité et l'arrogance rendaient les gens prévisibles. Bien sûr, dit-elle, masquant mal son empressement. Ou d'un café? Noon perfect, dit-elle trop vite. J'ai terminé l'appel par un agréable au revoir, regardant le téléphone dans ma main longtemps après que la ligne soit coupée. Des disques durs, des dossiers, tout ce dont nous aurions besoin pour abaisser le dernier marteau. Je lui ai fait signe en passant, m'installant dans une cabine près de la fenêtre où Mallory pouvait me voir dès qu'elle est entrée. J'ai commandé un café et je me suis assis en regardant l'entrée, le cœur calme et froid. Elle est arrivée à midi comme sur des roulettes, des cheveux parfaitement coiffés, des lunettes de soleil de marque, un sourire assez aigu pour couper du verre. « Je suis si heureuse que tu aies appelé, » dit-elle, se penchant légèrement vers l'image d'une épouse dévouée. Je commençais à m'inquiéter. Nous n'étions pas sur la même longueur d'onde. J'ai souri en retour. Oh, nous sommes sur la même longueur d'onde pour une fois. Elle cligna des yeux, une lueur de confusion passant sur ses traits. Je l'ai laissé s'asseoir dans cette incertitude pendant un moment avant de sortir un simple dossier en papier cartonné et de le faire glisser sur la table. Ses doigts hésitaient avant de le ramasser. Elle l'ouvrit et se figea. À l'intérieur se trouvaient des copies de tout, son texte à Camden, les dossiers financiers de leur appartement secret, la signature du bail, les photos du hall de l'hôtel, et même une transcription imprimée de leur conversation depuis le porche de la cabine. Sa main tremblait. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-elle. « C'est tout, dis-je à voix basse. Même tout ce que vous pensiez avoir enterré. » Elle ferma le dossier, scrutant nerveusement le café, sa façade se brisant, juste là, au milieu de la foule du déjeuner. « Toi, tu ne peux pas utiliser ça. Tu as piraté mes comptes, Jerry, un son court et sans humour. Je n'ai rien eu à pirater. Tu es négligente, Mallory, tu l'as toujours été. Et maintenant, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Vous ne comprenez pas, siffla-t-elle d'une voix tendue de panique. Camden, promis, Camden, je l'interrompis en me penchant légèrement, reçoit la visite d'agents fédéraux au moment où nous parlons. Frais de détournement de fonds, fraude, virement bancaire, tracés directement sur votre compte joint. Il ne va pas te sauver, Mallory, il va t'enterrer pour se sauver. Sa bouche s'ouvrit, se referma, s'ouvrit à nouveau. Je me suis assis en sirotant mon café avec désinvolture. J'ai déjà demandé la garde complète. J'ai continué. Des commandes d'urgence sont en place. Les comptes professionnels que vous pensiez pouvoir saigner, ont verrouillé votre accès, révoqué. Vos fausses accusations ont été documentées et discréditées avant même que vous puissiez les déposer. Sa respiration devint superficielle. Elle posa une main tremblante sur sa poitrine. Vous avez deux options, dis-je d'une voix douce mais mortelle, coopérer, signer la garde totale. Avouez votre part, éloignez-vous tranquillement ou traînez cela et regardez tout ce que vous aimez brûler autour de vous. Elle me regardait, furieuse, terrifiée, piégée. Bien, elle a enfin compris que le piège qu'elle pensait avoir construit pour moi, s'était plutôt refermé sur elle, et je n'allais pas faire preuve de pitié. Pas cette fois. Mallory a quitté le café ce jour-là avec la même coque rigide et la même expression choquée qu'elle avait lorsqu'elle a réalisé que les murs se refermaient. Elle a essayé de garder la tête haute, serrant son sac de créateur contre son côté comme si cela pouvait la protéger d'une manière ou d'une autre de ce qui allait arriver. Je n'ai pas pris la peine de la regarder partir. J'ai simplement fini mon café,
laissé un pourboire généreux et suis sorti dans la fraîcheur de l'après-midi du Colorado, sachant que le vrai travail ne faisait que commencer. Au moment où je suis rentré chez moi, Diana Frost m'avait déjà envoyé les premières mises à jour. Diana n'était pas qu'une détective privée. C'était une force de la nature, une ancienne agente de la cybercriminalité qui pouvait retrouver un sous-manquant dans un ouragan si on lui laissait 24 heures. Léo lui faisait confiance. Cela me suffisait. Les dossiers qu'elle transmettait étaient précis et accablants. Mallory n'avait pas seulement planifié sa trahison avec Camden. Elle avait activement essayé de tout mettre en ordre bien avant que je trouve le téléphone secret, de faux reçus, des notes du médecin faisant état d'une détresse émotionnelle. Elle avait même convaincu un agent immobilier local de mettre discrètement notre cabane en vente dans le cadre d'une société écran, comme si elle pouvait avoir accès à tous les recoins de ma vie. Pendant que je dormais et à Camden, son désespoir était plus clair que jamais. La surveillance de Diana l'a surpris en train de se glisser dans un motel louche 2 villes plus loin pour rencontrer un voleur d'argent connu, quelqu'un que nous avions déjà signalé via les contacts de Léo au bureau du procureur, des séquences vidéo, des plaques d'immatriculation, et même une conversation enregistrée où Camden suppliait pratiquement un moyen de déplacer les fonds volés à l'étranger. C'était presque trop facile. J'étais assis à mon bureau ce soir-là, la lueur de l'écran de l'ordinateur portable projetant de longues ombres contre les murs. Brady travaillait tranquillement à la table de la cuisine en construisant une maquette d'avion, la langue tirée en signe de concentration, comme il le faisait toujours lorsqu'il était plongé dans un projet. Élise était assise dans un coin, faisant semblant de ne pas me regarder. Son téléphone oublié pour une fois. Elle le reconstituait lentement, petit à petit. Chaque regard volé sur moi était un peu moins suspect, un peu plus inquisiteur. Je n'allais pas me précipiter. Son trust s'est reconstruit sur sa propre horloge. Je devais juste continuer à me montrer solide et inébranlable, jusqu'à ce qu'elle réalise où se trouvait réellement la maison. Le lendemain matin, je me suis assis avec Ben Carter dans son bureau du centre-ville, étalant tout sur le grand bureau en acajou, les preuves de Diana, les dossiers de Léo, les enregistrements du téléphone portable de Brady. Ben feuilletait chaque page avec un sourire narquois grandissant. Ce qu'il dit finalement, en tapotant avec son stylo un épais dossier, est une symphonie de bêtises de leur part. Vous les avez parfaitement compris, Graham. Bien, dis-je d'une voix basse, parce que je veux que chaque mouvement qu'ils font donne l'impression qu'ils s'enfoncent plus profondément. Ben hocha la tête en signe d'approbation, votre audience sur la garde sera accélérée. Le bureau du procureur est également impatient de faire avancer le cas de Camden. Une fois que le juge voit tout cela, Mallory ne perdra pas simplement la garde, elle perdra toute crédibilité qu'elle pensait avoir. Nous avons discuté des étapes suivantes, assignation formelle, ordonnance de retenue, gel des actifs, et à midi, la première vague avait déjà frappé. Les comptes personnels de Mallory ont été signalés. Les transports métalliques frauduleux de Camden ont été tracés et signalés pour enquête criminelle. L'agent immobilier qui avait aidé Mallory à énumérer la cabine à mon insu a été assigné à comparaître pour fraude. Et Mallory, elle a fait exactement ce à quoi je m'attendais. Elle a paniqué. Cet après-midi-là, Diana m'a envoyé de nouvelles images, Mallory meeting dans un parking de strip mall avec un fixateur connu, quelqu'un qui avait été disputé il y a 2 ans pour avoir falsifié l'affidavit de la cour. Elle a essayé la corruption, ensuite, glissant une enveloppe sur le siège. Les caméras de Diana ont attrapé chaque instant, chaque regard désespéré sur l'épaule de Mallory. Pendant ce temps, Camden a fait ses propres mouvements pathétiques. Il a approché l'entraîneur de basket-ball d'Élise après l'entraînement, offrant des indices à peine voilés que j'étais un parent instable, espérant empoisonner ma réputation. Malheureusement pour lui, l'entraîneur était un ami de Léos et il portait une caméra corporelle. Toute la conversation, chaque mensonge caméra, chuchotait, a été documenté, horrible et ajouté parfaitement à la montagne croissante de preuves. Chaque fois qu'ils tentaient de manœuvrer, nous avions déjà 3 pas d'avance. Chaque fois qu'ils ont menti, nous le tournons plus fort autour d'eux. C'était comme regarder 2 rats courir plus profondément dans un labyrinthe qu'ils ont construit eux-mêmes. Ne réalisant pas que cela n'a conduit à une fin, ruine. À la maison, j'ai gardé les choses normales pour les enfants.
J'ai grillé des hamburgers dans l'arrière-cour, j'ai aidé Brady avec son projet scolaire, laissé des notes dans le sac à dos d'Alisa, lui souhaitant bonne chance pour son test d'algèbre. Chaque instant, je restais stable, prévisible, fiable, exactement l'opposé de l'image que Mallory avait peint dans ses messages de poison à Camden. Cela comptait. Cela comptait plus que n'importe quelle preuve, car alors que les tribunaux croyaient des faits, les enfants croyaient la cohérence. Brady n'a jamais hésité. Il est resté près de moi, se jetant dans la vie quotidienne avec une férocité qui m'a brisé le cœur et l'a renforcé plus fort. En même temps, Élise, elle était plus lente à venir, mais une nuit, environ une semaine dans le resserrement du nœud coulant, elle a frappé tranquillement à la porte de ma chambre. J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable surprise. Elle se tenait là à se mordre la lèvre, des manches à capuche couvrant ses mains, comme elle le faisait quand elle était petite et nerveuse. Puis-je vous demander quelque chose, a-t-elle dit. Tout, dis-je, en mettant l'ordinateur portable de côté. Est-ce que maman a vraiment tout ce que tu lui as montré au café? Était-ce réel? Je ne l'ai pas sucre. Je n'ai pas non plus diabolisé Mallory. J'ai simplement dit la vérité. Ouais, dis-je tranquillement. C'était réel, elle hocha la tête, avalant fort, les yeux remplis de larmes, mais elle les cligna des yeux farouchement. D'accord, chuchota-t-elle puis, après un battement, je suis désolée, papa. Je croisais la pièce en la tirant dans un câlin avant qu'elle ne puisse s'éloigner. Elle s'affaissa comme elle l'avait fait quand elle avait 5 ans et pensait que les monstres vivaient sous son lit. Ce n'est pas de ta faute, dis-je dans ses cheveux. Rien de tout cela, et je le pensais. Le web Mallory a été tourné, un par un, mes enfants retrouvaient leur chemin à travers, à la maison, où ils appartenaient. L'hôtel atterdant se profile à l'avance comme un palais construit sur de fausses promesses, poli, grand et creusant son cœur. Je me suis garé de l'autre côté de la rue en regardant les portes tournantes tourner paresseusement sous les lumières du soir. L'air était tranchant avec la morsure précoce de l'hiver, et en sortant, j'ai zippé ma veste un peu plus haut. C'était la nuit. Tout s'est mis en place, plus de cachettes, plus d'attente. Ce soir, toute l'opération de Mallory et Camden s'effondrerait sous le poids de leur propre cupidité. J'ai traversé la rue lentement, à chaque étape mesurée. L'équipe de Léo était déjà en position. Diana avait les yeux sur chaque sortie. Les agents fédéraux étaient garés dans des véhicules non marqués à un pâté de maison en attendant mon signal. À l'intérieur de ma veste, niché contre mes côtes, se trouvait un petit enregistreur lié aux agents qui écoutaient à proximité. Chaque mot prononcé ce soir serait catalogué, disséqué, si nécessaire, utilisé comme preuve devant le tribunal. Je suis entré dans le hall, hochant la tête au concierge, et je me suis dirigé vers la salle de conférence que Mallory s'était réservée sous un faux nom. Elle pensait qu'elle rencontrait un investisseur potentiel, quelqu'un qui pouvait aider à blanchir l'argent volé que Camden avait canalisé mes comptes. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que son investisseur était l'un des agents de Diana, jouant parfaitement le rôle, un requin déguisé en costume. Je m'arrêtai à l'extérieur des portes en verre givré, laissant le poids du moment s'installer sur moi. J'ai pensé à Brady, à propos d'Élise, à propos de chaque mensonge que Mallory avait chuchoté dans l'obscurité, chaque trahison qu'elle a essayé d'enterrer sous le charme et les fausses larmes. J'ai pensé à l'homme dans lequel elle pensait être, l'homme qu'elle pensait se briser, s'effondrerait, tout remettre sans se battre. Et j'ai souri parce que ce soir, elle rencontrait enfin l'homme que j'étais vraiment. J'ai ouvert les portes et je suis entré dans la pièce. Mallory était déjà assis à la longue table, un dossier en cuir devant elle, sa coiffure. Son rouge à lèvres impeccable. Elle leva les yeux et sourit serrée et fatiguée. En face de son assis un homme dans un costume gris, l'opération de Diana, hochant la tête alors qu'elle tourna le fantasme qu'elle pensait conclure l'accord. C'est un investissement propre, dit-elle en entrant dans sa voix, le mélange parfait de professionnalisme et de séduction. Une surveillance minimale, la discrétion garantie, l'opérateur se pencha en arrière, trempant ses doigts. Et votre mari, Mallory, rit de la lumière et des manipulations. Il est hors de l'image. J'ai traversé la pièce, mais pas résonnant des planchers polis. Le sourire de Mallory vacilla en me voyant, un scintillement de panique dardant sur ses traits soigneusement composés. Bonjour, Mallory, dis-je, sortant une chaise et s'asseyant en face d'elle.
Elle claqua le dossier, l'embrayant sur sa poitrine. Graham, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai souri finement. Juste ici pour finaliser l'accord, après tout. Vous avez dit que j'étais bien géré. L'opérateur se pencha en arrière, jouant parfaitement son rôle, les bras croisés alors qu'il regardait le spectacle se dérouler. Mallory nous regarda, pesant ses options. Elle se redressa, mettant sa mâchoire. Vous n'avez aucune preuve. J'ai tiré un petit pouce de ma poche et je l'ai glissé sur la table. Tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez prévu, tout est ici. Des copies ont déjà été remises aux autorités. Ses doigts tremblaient légèrement alors qu'elle touchait le trajet, mais elle ne l'a pas ramassé. Camden est déjà en détention, j'ai ajouté, laissant les mots s'enfoncer comme des pierres dans des eaux profondes. Ramassé à l'extérieur il y a 10 minutes, fraude par fil, détournement de fonds, complot. Le souffle de Mallory a attelé de manière audible. Je me penchai en voix, bas et mortel. Vous avez deux choix, coopérer et récupérer le peu qu'il vous reste, ou descendez avec lui. Son visage froissé, des années de manipulation et de mensonges qui se décollent pour révéler la femme creux désespérée en dessous. Elle ouvrit la bouche, fermée. Il a essayé à nouveau. Moi, je ne voulais pas dire que ça va aussi loin, murmura-t-elle. Je n'ai rien dit. Laissez-la s'asseoir dans le silence, laissez-la la sentir pressée contre sa poitrine comme une chose physique. Les larmes lui montèrent aux yeux. Mais je ne l'ai pas acheté, plus maintenant. Je vais coopérer, dit-elle finalement, la voix se brise. Je vais signer ce que vous voulez, ne vous éloignez pas des enfants. Je l'ai regardé pendant un long moment. Tu as déjà fait ça, dis-je doucement. J'ai glissé un ensemble de documents à travers le tableau, accord de garde, confession, divulgation financière. Tout avait été préparé, en attendant ce moment. Elle a parcouru les papiers avec des mains tremblantes, ses larmes tombant librement, maintenant tachant l'encre alors qu'elle faisait défiler sa signature encore et encore. Quand cela a été fait, elle s'est affaiblie sur sa chaise, creux et battue. Je me suis levé sans un autre mot, hochant la tête à l'opérateur qui a rapidement collecté les documents et le lecteur de pouce. Alors que j'atteignais la porte, je m'arrêtai en regardant en arrière une fois que Mallory était assise là, les épaules penchées, l'épave de ses projets entraqués autour d'elle comme des débris après une tempête. Elle n'a même pas levé les yeux. Je suis entré dans le couloir où deux agents fédéraux attendaient. Elle est prête, dis-je simplement. Ils ont hoché la tête et se déplaçaient à l'intérieur de leur badge qui clignote dans les ponts au-dessus. Je n'ai pas regardé ce qui s'est passé ensuite. Je n'en avais pas besoin. La chute de Malé n'était pas bruyante ou dramatique. C'était lent, inévitable, la conséquence finale de 1000 petites trahisons composées au fil des ans. J'ai fait mon chemin à travers le hall, en retournant dans l'air frais de la nuit. J'en ai rempli mes poumons, laissant le froid brûler les derniers restes de doute ou de regret. Ce n'était pas une question de vengeance. Il s'agissait de survivre, de justice, de protéger la famille que Mallory a tenté de détruire. J'ai sorti mon téléphone, composant Ben Carter. C'est fait, ai-je dit. Quand il a répondu bon, répondit-il, satisfaction épaisse dans sa voix. Venez demain, nous finirons tout. J'ai raccroché et j'ai commencé à mon camion. Les lumières de la ville brillaient le pare-brise comme des étoiles tombées sur terre. La guerre était terminée et j'étais celle encore debout. 6 mois plus tard, le monde ne ressemblait en rien à la Mallory de paysage brisé qui a laissé la maison. Ma maison était à nouveau vivante, pas polie ou parfaite comme les photos brillantes que Mallory insistait, mais des jouets réels, chaleureux et honnêtes ont encombré le coin du salon où Brady a construit sa dernière forteresse Lego. Un collage de photos bordées dans le couloir, des plans candides de nous trois souriants, riants, vivants, et non posés, ne faisant pas semblant. Cela n'avait pas été facile de 6 mois, loin de là. Les premières semaines après la dernière chute de Mallory ont été plus rugueuses que n'importe quelle tempête que j'avais survolée. Brady s'est réveillé en pleurant quelques nuits, appelant à une mère qui avait choisi sa cupidité sur lui. Élise se retira en elle, silencieuse et fatiguée, le poids de la trahison écrasant ses épaules d'adolescent. J'ai porté leur douleur par-dessus, faisant semblant parfois que cela ne m'écrase pas, juste pour leur donner quelque chose de stable contre lesquels s'appuyer.
J'ai versé tout ce que j'avais pour reconstruire la fondation. Malry a essayé de briser les séances de thérapie familiale une fois par semaine, de longues discussions tard dans la nuit, même lorsque les mots étaient difficiles. Chaque récital scolaire, chaque match de football, chaque minuscule étape, je me suis présentée encore et encore. Même lorsque le passé s'accrochait comme un fantôme sur les bords de chaque pièce et lentement, comme une croûte de plaie, nous avons commencé à guérir. Brady a été le premier à rebondir. Les enfants sont résilients d'une manière dont les adultes ne peuvent que rêver. Un après-midi, environ 2 mois après que tout s'écroule, il a couru vers moi dans la cour, un ballon de football boueux caché sous un seul bras et sourit comme le monde n'avait jamais été brisé. « Tu viens au match, papa ?» demanda-t-il à bout de souffle, sachant déjà la réponse. J'ai ébouriffé ses cheveux, souriant si large que ça faisait mal. Je ne le manquerai pas pour le monde, mon pote, rayonna-t-il, et pour la première fois dans ce qui ressemblait à éternellement, le nœud dans ma poitrine détendait. Je ne suis pas en train de reprendre, je ne suis pas resté en retraite, je suis resté à peu près. Elle a menti sur tout, n'est-ce pas? Je suis désolé. Je l'ai cru. Je me tournai alors vers elle, déchirant à nouveau. Tu n'as rien fait de mal, elle. Elle était ta maman. Vous étiez censé lui faire confiance. Des larmes se sont enfouies dans ses yeux et elle les frottait avec colère avec la manche de son sweat à capuche. Je la déteste pour ce qu'elle a fait. Je ne lui ai pas dit de ne pas détester. Je ne l'ai pas nourrie non plus. Je viens d'enrouler un bras autour de ses épaules et je l'ai tiré de près. Vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez, dis-je tranquillement. Mais ne le laissez pas vous manger vivant. Nous nous tenons toujours, n'est-ce pas? Elle hocha la tête contre ma poitrine et pour la première fois depuis longtemps, elle m'a laissé la tenir sans s'éloigner. Ce n'était pas une réparation complète, mais ce fut un début. Au printemps, la maison se sentait à nouveau comme une maison. Le rire de Brady a rebondi sur les murs comme de la musique. Élise sourit plus facilement, s'attardant à la table du dîner pour me parler de sa journée au lieu de se retirer dans le silence. Nous avons construit de nouvelles traditions, des randonnées du week-end dans les contreforts, des marathons de cinéma avec trop de pop-corn, un petit déjeuner du dimanche où Brady a insisté pour brûler au moins un lot de crêpes juste pour prétendre que c'était sa spécialité. Un après-midi, j'ai trouvé Élise assise au comptoir de la cuisine en remplissant des documents. Elle a hésité quand elle m'a vue, puis a poussé les papiers vers moi. C'était une pétition. Elle voulait légalement changer son nom de famille à Hall, à la mienne. J'ai cligné des yeux dans ma gorge, ce qui rend impossible de parler un instant. Vous êtes sûr à ce sujet? J'ai finalement réussi. Elle hocha fermement, ouais, je veux mon vrai nom, je veux être à toi à nouveau. J'ai signé sans hésitation, ressentant une vague de fierté et de chagrin si fort qu'elle m'a presque frappé latéralement. Pendant ce temps, Malry était devenu un fantôme de son ancien moi. Après avoir conclu un accord avec le DA, elle a fui la ville, un paria parmi les soi-disant amis qui enviaient autrefois sa vie organisée. Je ne l'ai pas suivie, je ne lui ai pas traqué, je m'en fichais. Elle avait déjà été effacée des seuls endroits qui comptaient, notre maison, nos cœurs, notre avenir. Camden n'était pas aussi chanceux. Il a été confronté, 25 ans après que les accusations soient restées plus dures que même Ben ne l'attendait, fraude, détournement de fonds, complot. Chaque rocher dont il a essayé de ramper s'est renversé, chaque bouée de sauvetage qu'il a attrapé a cassé dans ses mains. Je ne me suis pas réjoui de leur ruine. La haine est facile à passer à autre chose, c'est le vrai travail, et nous le faisions une belle journée imparfaite à la fois. Cette nuit-là, j'ai glissé Brady au lit après nos 2 chapitres traditionnels de n'importe quel livre d'aventure que nous dévorons. Il bâilla, les yeux lourds mais attrapa ma main avant de pouvoir partir. Merci d'avoir lu ma note, papa, murmura-t-il endormi. J'avais peur. J'ai serré la main doucement. Tu nous as sauvés, mon pote. N'oublie jamais ça, sourit-il, dérivant déjà. Je me tenais là pendant un long moment, le regardant respirer, sentant le poids de tout ce que nous avions survécu s'installe dans quelque chose de plus léger, quelque chose de presque comme la paix, car parfois ce ne sont pas les trahisons fortes qui vous détruisent. Ce sont les plus calmes, et parfois ce sont les plus petits avertissements, ceux qui ont chuchoté de la banquette arrière d'un long road trip qui sauvent tout ce que vous êtes cher.
1 an à la journée depuis la note qui a tout changé, nous n'avons pas célébré d'anniversaire. Nous avons célébré quelque chose de bien plus grand, un nouveau départ. L'arrière-cour bourdonnait de vie, des rires se déversant dans l'air chaud alors que des amis proches se rassemblaient autour de tables de pliage couvertes de nappes dépareillées. Il n'y avait pas de publication sur les réseaux sociaux parfaitement organisée, pas de toast au champagne avec des sourires répétés, juste l'odeur des hamburgers carrés sur le grill, l'écho du basketball de Brady contre l'allée et Élise en riant avec ses amis sous le ciel large et indulgent. Je mange le grill qui retourne les hamburgers avec une spatule dans une main et une limonade froide dans l'autre. Léa était partie par le hangar fixant un steak à cheval tordu avec une faillite si Brady le coachait à haute voix. Diana Frost se pencha contre la balustrade du Porsche, un sourire rare et détendu tirant au coin de sa bouche alors qu'elle regardait le chaos se dérouler. Même Ben Carter s'était montré, sa femme et ses jumeaux se poursuivant les uns les autres à travers la pelouse. Ce n'était pas parfait, c'était mieux. Élise se promenait, agitant une enveloppe de couleur crème dans l'air. « Et papa ?» a-t-elle dit, essayant de paraître décontractée mais qui ne cache pas l'excitation étincelante dans ses yeux. Le courrier est venu. J'ai essuyé mes mains sur un torchon et je l'ai pris d'elle. L'adresse de retour m'a frappé comme un marteau, au bureau des admissions de l'Université du Colorado. « Vous voulez l'ouvrir ?» a-t-elle demandé, rebondissant pratiquement sur ses orteils. J'ai avalé dur, hochant la tête. Mes mains étaient stables alors que je glissais un doigt sous le volet et j'ai sorti la lettre. Cher Miss Holt, il a commencé, Hall, son vrai nom, celui-ci a choisi, celui que nous avons fait. Nous sommes ravis de vous offrir l'admission à l'Université du Colorado pour le semestre d'automne. Un sourire a craqué sur mon visage avant même de finir. Élise, selon le Porsche, ses amis ont gardé la lettre d'acceptation dans ma poche arrière. Vers le bas le petit ruisseau derrière la maison, le même qui a traversé les bois comme un sentier secret. Ce n'était pas un voyage de pêche de fantaisie, pas de visite guidée, pas d'équipement cher, juste nous, une boîte de plaquage battue et le doux gourgle d'eau sur les pierres. Brady a jeté sa ligne avec une poussée dramatique, se renversant presque dans le ruisseau. Élise rit, saisissant l'arrière de sa veste avant qu'il ne puisse tomber. Belle forme, taquina-t-elle. Il souriait imprégné. Je vais attraper un monstre. Nous nous sommes assis là tandis que les étoiles clignaient des yeux en existence, nous sommes dispersés négligemment à travers le ciel obscurcissant. Brady s'est finalement endormi contre mon côté de pêche latéral, oublié à ses pieds, la feuille s'étendait sur l'herbe, les bras pliés derrière sa tête regardant le ciel sans fin. Souviens-toi de l'année dernière, dit-elle doucement, ne me regardant pas le voyage. J'ai hoché la tête à la mémoire plus nette que n'importe quelle lame. Je pensais que c'était la fin de tout, a-t-elle poursuivi. Mais ce n'était pas. Non, dis-je. Ce n'était que la fin d'un mensonge. Elle sourit faiblement, regardant toujours les étoiles. Je suis content que nous ayons terminé. J'ai tendu la main et serré doucement sa main. Moi aussi. Nous y sommes restés plus longtemps, laissant la nuit se replier autour de nous. Pas de délai, pas d'attente, juste le fait simple et profond que nous étions toujours là, toujours une famille, toujours entière. Lorsque nous avons finalement rassemblé nos affaires et retourné à la maison, Brady sleepwalking entre nous, je me suis arrêté sur les marches du Porsche pour la regarder, la maison que nous avons reconstruite des cendres de la trahison, pas de la structure elle-même, de la fondation en dessous, de la confiance, de l'amour, des liens incomparables que personne ne pouvait voler ou se tordre. Il y avait encore des cicatrices. Il y en aurait toujours. Vous ne traversez pas le feu et ne sortez pas sans quelques brûlures, mais les cicatrices ne sont pas une faiblesse, elles sont la preuve que vous avez survécu. À l'intérieur, j'ai glissé Brady dans le lit, se brossant les cheveux de son front et tirant la couverture vers son menton. Il remua brièvement, marmonnant quelque chose sur le poisson monstre qu'il était sûr qu'il a presque attrapé. J'ai embrassé son front et chuchoté, « La prochaine fois, mon pote. » J'ai traversé la salle dans la chambre d'Alisa, tapotant légèrement. Avant de me promener la tête, elle était déjà sous les couvertures, sa lettre d'acceptation cachée dans un cadre à côté de sa table de nuit. Bonne nuit, elle dis-je. Bonne nuit, papa. Elle a répondu sa voix pleine. Certains en bas,
j'ai verrouillé les portes, éteint la lumière du porche et me tenais un instant dans le salon en regardant le collage des photos du sourire gâteau de Brady, les yeux d'Élise se plissant de rire. Moi, j'ai pris le rire au milieu de Léo lors d'un barbecue d'arrière-cour, une nouvelle vie construite non sur les apparences mais sur la vérité. Je me souris, je ne me dérange pas la dernière lumière, car parfois les choses que vous pensez vous détruire sont les choses qui vous libèrent, et parfois la fondation que vous pensiez s'effondrer n'est pas celle que vous devez sauver, c'est celle que vous êtes censé construire à partir de zéro, plus fort, plus sage, incassable et enfin,